Bonjour, je suis le major à la retraite André Tivierge et je suis le coprésident du groupe de travail des anciens combattants de la ville d'Ottawa. Je suis heureux de vous présenter cette initiative en partenariat avec le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un domaine de la santé mentale qui connaît une croissance rapide et qui est lié à des conditions médicales que nous appelons blessures de l'âme. Nous nous familiariserons avec des expériences spécifiques telles que le préjudice moral, le traumatisme sexuel militaire ou le TMS et des termes connexes tels que le traumatisme du sanctuaire et la trahison institutionnelle. Il est important que vous, praticiens et futurs médecins de famille, soyez conscients de ces concepts et terminologies, car ils sont une cause d'une douleur et d'une souffrance réelle pour de nombreux vétérans et ont un impact significatif sur leur qualité de vie et celle de leur famille. Cette session vous présentera les termes couramment utilisés dans la communauté des vétérans, tels que le préjudice moral et le traumatisme sexuel militaire, afin de comprendre les différentes formes de souffrance et des dysfonctionnements possibles et résultant de l'expérience professionnelle et de l'exposition liée à l'armée. Dans cette optique, vous comprendrez le rôle important que vous pouvez jouer, le pouvoir de cession que vous avez en tant que médecin de famille auprès de votre patient afin de soutenir la guérison des vétérans souffrant de blessures morales et de traumatisme sexuel militaire, et vous vous familiariserez avec les ressources spécifiques aux vétérans pour améliorer vos connaissances et votre soutien aux patients vétérans qui font face à la colère, la honte et la dissociation. Pour atteindre ces objectifs importants, nous avons constitué un panel d'experts dont certains ont servi et servent encore dans l'armée et sur les théâtres d'opération. Merci beaucoup et bon épisode. Merci à tous de vous joindre à nous pour ce module sur le préjudice moral et les traumatismes sexuels militaires. Je suis le Dr Stéphanie Smith et je suis également capitaine dans les Forces armées canadiennes. Je suis dans l'armée depuis 21 ans et j'ai d'abord été infirmière en soins intensifs, puis j'ai suivi une formation de médecin de famille. Je travaille actuellement à Gagetown au Nouveau-Brunswick et j'ai été activement impliquée et très intéressée par ce sujet en faisant une recherche de maîtrise et en examinant les implications psychologiques associées au déploiement. Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à vous aujourd'hui pour ce module qui nous permettra d'approfondir la question. En outre, je suis très intéressée par la collaboration avec nos homologues civils. Au cours des dernières années, je me suis beaucoup impliquée dans l'Association médicale canadienne, les médecins résidents du Canada et la Fédération canadienne des étudiants en médecine en tant que dirigeant, et j'aimerais maintenant vous en dire un peu plus sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. En tant que médecins de famille, nous connaissons peut-être déjà beaucoup de choses sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, mais peut-être que nous ne les connaîtrons pas. Notre objectif aujourd'hui est d'être plus à l'aise pour savoir comment et quand diagnostiquer les troubles médicaux liés à la santé mentale qui répondent aux critères du DSM-5 tels que le SSPT, le TAG et la dépression. Cependant, que pouvez-vous savoir ou que devriez-vous savoir lorsqu'un ancien combattant se présente à vous avec une souffrance et un dysfonctionnement continu qui ne répondent pas aux critères de diagnostic médical? L'une des explications possibles de leur douleur mentale et physique peut être liée à un nouveau domaine de compréhension en plein essor, ce que certains appellent les blessures de l'âme. Parmi les termes utilisés pour décrire les réactions des anciens combattants à des expériences militaires spécifiques figure le préjudice moral, le traumatisme sexuel militaire, également appelé TSM, et des termes connexes tels que le traumatisme du sanctuaire et la trahison institutionnelle. Le traumatisme lié au stress opérationnel, ou TSO, est un autre terme couramment utilisé et interdépendant qui a déjà été abordé dans un podcast précédent. Nous n'en parlerons donc pas davantage ici. Il est important que les médecins de famille soient conscients de ces concepts et terminologies, car ils sont la cause d'une douleur et d'une souffrance réelle pour de nombreux vétérans et ont un impact sur la qualité de leur vie et de celle de leur famille. Bien que ces pathologies ne puissent pas être diagnostiquées médicalement, nous pouvons, en tant que médecins de famille, faire beaucoup pour aider et soutenir les patients vétérans et les accompagner sur la voie de la guérison.
Avant de commencer, je tiens également à reconnaître que nous allons peut-être donner des exemples ou discuter de sujets qui peuvent être difficiles pour certains. Commençons par la discussion en demandant à Ruth Stanley Atkins et au Dr Daniel Roberts de se présenter. Je vous laisse la parole, Ruth. Je vous remercie et je suis ravie d'être ici. Je suis travailleuse sociale. Je suis à la retraite du Centre des services de santé des Forces canadiennes à Ottawa après de très nombreuses années au service de ceux qui ont servi. J'ai tendance à travailler au Centre de soutien opérationnel pour les traumatismes et le stress en tant que travailleuse sociale psychothérapeute en traumatologie. J'ai également eu le grand honneur de diriger les services de santé mentale avant de prendre ma retraite, mais je travaille maintenant pour le Centre d'intervention en cas d'inconduite sexuelle. Je suis arrivée au centre en 2016 et mon rôle en tant que conseillère spéciale est de veiller à ce que les traumatismes soient bien compris et que nos services aient une pratique tenant compte des traumatismes au fur et à mesure que nous avançons. Je vous remercie de votre attention. Je suis très heureuse d'être ici. À vous, Dr. Roberts. Bonjour, je suis le Dr Daniel Roberts. Je suis le président-directeur général d'une organisation à but non lucratif basée en Caroline du Nord, aux États-Unis, appelée Moral Injury Support Network for Service Women Incorporated, en français Réseau de soutien pour les blessures morales des femmes incorporées dans le service. Nous faisons de la recherche et offrons de l'éducation et de l'entraînement sur le préjudice moral relié aux femmes, vétérans et les familles. Nous apportons également un soutien direct aux femmes vétérans qui sont membres du réseau d'aumônerie Harriet Tubman. Nous en reparlerons probablement plus tard. J'ai également servi pendant plus de 20 ans dans le corps des aumôniers de l'armée américaine. Je vous remercie donc et me réjouis de la discussion d'aujourd'hui. Bienvenue à vous deux et merci beaucoup pour votre dévouement envers ce sujet très important dont nous allons discuter aujourd'hui. Commençons par Ruth. Ruth, pourriez-vous nous donner votre définition du préjudice moral en ce qui concerne les anciens combattants en général? Oui, bien sûr. En fait, Jessica Wolfendale l'a décrit comme une blessure causée par le fait d'avoir vécu, d'avoir été témoin ou de s'être engagé dans des actes qui transgressent des croyances et des attentes morales profondément ancrées ou des transgressions morales graves qui peuvent submerger le sens de la bonté et de l'humanité d'une personne. Il s'agit d'une blessure créée par l'expérience de ces choses qui tendent à sortir de nos attentes quotidiennes en matière de comportement civil et de conduite. Nous sommes socialisés pour croire à une sorte d'hypothèse du monde juste, en ce sens que si nous sommes bons, de bonnes choses nous arriveront. Si nous faisons des études, nous aurons un bon emploi. Mais nous savons que la réalité de la vie est que de très mauvaises choses arrivent à de très bonnes personnes. Ces personnes peuvent subir une atteinte à la signification qu'elles donnent à leur monde, à leur place dans le monde, à leur spiritualité, à leur propre sens de la valeur, à leur confiance et à leur sécurité dans le monde, ainsi qu'à leur conviction que les autres peuvent être en sécurité. Là encore, ce préjudice est connu sous le nom de préjudice moral. Merci, Ruth. Daniel, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter à cette définition concernant le préjudice moral? Et pourriez-vous nous expliquer et nous présenter ce qu'est le traumatisme du sanctuaire? Oui, c'est vrai. Merci. Ruth a fait un excellent travail pour expliquer le préjudice moral. Je pense qu'elle l'a très bien couvert. Je pense qu'il est important de noter que, comme vous l'avez mentionné, nous savons tous que de mauvaises choses arrivent dans le monde et que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Mais c'est lorsque cela devient personnel, lorsque cela nous arrive, que tout d'un coup, ces choses deviennent si réelles. Il y a une différence entre le fait d'en avoir entendu parler ou de l'avoir vu à la télévision et le fait d'en avoir réellement fait l'expérience. C'est là que le traumatisme nous touche vraiment au plus profond de nous-mêmes. Le traumatisme du sanctuaire se produit lorsque vous êtes blessé d'une manière ou d'une autre par quelqu'un en qui vous avez profondément confiance ou dont vous vous attendez qu'il prenne soin de vous, avec qui vous devriez être en sécurité. Par exemple, un aumônier, un médecin, des personnes qui ont fait des études, qui ont suivi un processus pour devenir une personne de confiance et envers qui nous avons des attentes élevées, des normes élevées. Leur but et leur travail dans la vie est de prendre soin des autres, comme les aumôniers, et lorsqu'ils violent cela, et nous violent d'une manière ou d'une autre, nous appelons cela un traumatisme du sanctuaire. Merci Daniel. Je pense que vous avez vraiment mis en évidence l'impact puissant et émotionnellement écrasant que nous pouvons avoir et nous devons vraiment reconnaître à quel point nous sommes intégrés et importants pour comprendre ce rôle puissant. Je voulais revenir à Ruth et vous demander si vous pouviez également partager avec nous
la définition du traumatisme sexuel militaire. Merci Stéphanie. Je vais en parler du point de vue des Forces armées canadiennes, mais vous pouvez insérer n'importe quelle force de combat dans cette définition. En termes généraux, les traumatismes sexuels militaires désignent les préjudices subis par une personne en uniforme lorsqu'elle est victime d'un comportement sexualisé non désiré, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle alors qu'elle sert dans les Forces armées canadiennes de Sa Majesté, que ce soit en garnison sur la base ou à la maison, lors d'un déploiement, d'une formation ou d'une mission de maintien de la paix. Au sein des Forces armées canadiennes, on parle d'inconduite sexuelle et les Forces armées canadiennes en ont une définition assez complète et complexe qui va de blagues sexualisées inappropriées à l'agression sexuelle. Tous ces actes peuvent constituer des infractions à la loi sur la défense nationale, mais ceux qui sont de nature criminelle sont, bien entendu, contraires au Code criminel du Canada. Je tiens également à préciser que les traumatismes sexuels militaires sont vécus par des hommes et des femmes. C'est un message un peu important pour nous parce qu'il ne vient pas nécessairement à l'esprit lorsqu'on parle de traumatisme militaire sexuel. Et je veux juste m'assurer qu'aujourd'hui, nous nous souvenons tous qu'il peut s'agir aussi bien d'hommes que de femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci Ruth. Vous soulignez d'excellents points et il est très important que nous les prenions tous en considération. Daniel, nous allons revenir à vous et je me demandais si vous pouviez développer un autre terme qu'il serait important pour les médecins de famille de prendre en compte et qui est lié à la trahison institutionnelle. Oui, je vous remercie. La trahison institutionnelle se produit souvent lorsqu'on parle de traumatisme sexuel militaire ou d'autres types de traumatismes. La trahison institutionnelle se produit lorsqu'une personne s'attend de l'institution, de son organisation, du groupe sur lequel elle compte et auquel elle fait confiance, comme dans l'armée, son unité militaire, son commandant militaire ou, dans le domaine médical, de son organisation de soins de santé, qu'elle compte sur eux et leur fasse confiance pour s'occuper d'elle correctement, traiter son traumatisme correctement. Ils comptent sur eux et leur font confiance pour qu'ils s'occupent d'eux correctement, pour qu'ils traitent leur traumatisme correctement, pour qu'ils obtiennent justice. Si cela ne se produit pas, si le système leur fait défaut d'une manière ou d'une autre, nous parlons alors de traumatisme institutionnel. Nous avons un traumatisme individuel qui peut être une agression sexuelle, par exemple. Puis, pour revenir au contexte militaire, si l'armée ne suit pas correctement les procédures ou si le commandant ne prend pas de mesures et que l'affaire est balayée sur le tapis, l'institution a également traumatisé la personne. Merci beaucoup d'avoir expliqué cela plus en détail. Je pense que même en tant que médecin de famille dans l'armée, et, comme je l'ai mentionné, en tant qu'ancienne infirmière, je commence tout juste à me familiariser avec un grand nombre de ces termes et j'essaie toujours de me perfectionner et de mieux m'éduquer. Donc, je pense que c'est fantastique que vous avez pu tous les deux réviser certaines définitions complexes et différentes sur lesquelles nous pourrions éventuellement avoir plusieurs podcasts. De toute évidence, vous avez abordé des sujets interdépendants et vous avez réussi à couvrir beaucoup de choses en très peu de temps. J'aimerais ensuite vous présenter le médecin-major à la retraite Karen Brick. Elle nous rejoint aujourd'hui pour parler également de ce sujet très important. Elle est médecin de famille à la retraite des Forces armées canadiennes. Elle défend la cause de la santé des anciens combattants depuis de nombreuses années, consacrant d'innombrables heures à la défense de leurs intérêts, en collaboration avec le gouvernement et les universités de tout le pays. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de votre expérience en tant que médecin militaire à la retraite et que vous nous disiez comment vous voyez le rôle du médecin de famille civil par rapport aux questions spécifiques aux anciens combattants dont nous avons discuté. Je vous laisse la parole. Merci, Dr. Smith, et merci beaucoup à Ruth et Daniel pour leur précieuse contribution à la préparation de ce nouveau domaine d'études et de compréhension. N'ayez pas peur si vous n'avez jamais entendu parler de ces termes auparavant. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce que n'est depuis quelques années que nous commençons à apprendre et à comprendre. Il ne fait aucun doute que dans 5 ans, nous en saurons beaucoup plus sur ces sujets. Mais d'ici là, aujourd'hui, si je suis un médecin de famille très occupé, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir à ce sujet? Comment puis-je aider un patient qui présente l'une de ces manifestations? Si je peux vous donner quelques conseils, je pense que l'une des choses les plus importantes est que nous comprenions à quel point il est important d'être sensibilisé à la culture militaire ou à celle des anciens combattants. Les anciens combattants sont beaucoup plus portés à vous faire confiance et à vous parler de leur expérience si vous connaissez leur terminologie, s'ils s'adressent à vous en utilisant ces termes et que vous les connaissez en retour.
Cela dit, de nombreux anciens combattants viendront vous voir sans connaître ces mots, sans savoir comment exprimer ce qui ne va pas chez eux. Ils savent simplement que quelque chose ne va pas et ils ne savent pas comment présenter leur histoire. Il peut s'agir de problèmes physiques, il peut s'agir des problèmes psychologiques. Il y a toute une gamme de façons dont ils peuvent se présenter, comme une souffrance, une douleur ou un dysfonctionnement dans leur vie. Ils peuvent être gastro-intestinaux. Il peut s'agir de problèmes neurologiques, de douleurs chroniques, de dysfonctionnements sexuels ou de problèmes de santé mentale. Les présentations cliniques peuvent être très variées. Dans mon expérience, une fois que le médecin de famille s'est assuré d'avoir exclu toute pathologie pouvant être diagnostiquée, qu'il ou elle a procédé à un dépistage des troubles du DSM-5 et s'il y a des problèmes médicaux ou psychologiques, qu'il reçoit les soins appropriés, mais qu'il présente toujours ces autres symptômes, l'une des clés pour moi est de poser des questions sur l'état émotionnel de l'individu. Demandez-leur s'il y a une émotion spécifique qu'ils ressentent beaucoup plus souvent. Parce que souvent, avec ces conditions, il y a un fort sentiment de colère, de culpabilité, de honte et dans certains cas, pas d'émotion du tout, donc la dissociation. En reconnaissant la présence de ces émotions fortes et en les reliant à ces symptômes, en explorant l'origine possible de cette émotion, il peut s'agir d'une approche très utile pour aider à identifier les besoins répondus ou les défis non reconnus des vétérans. En outre, de nombreux vétérans peuvent être exposés à des traumatismes complexes et multifactoriels avant et après leur service militaire. Il n'est pas rare qu'un ancien combattant présentant ces types de symptômes ait plus d'une source de traumatisme et que certains de leurs traumatismes se chevauchent dans la façon dont ils se présentent. Et il n'est pas rare que les traumatismes le plus évidents, « Hey, j'ai vécu toutes ces choses » et peut-être que l'un d'entre eux semble vraiment profond comme j'ai été au combat ou j'ai été agressé, ne soit pas surprenant, il se peut que ce ne soit pas le traumatisme qui leur cause le plus de douleur en ce moment. Il faut toujours être ouvert à la possibilité qu'il s'agisse de traumatismes multiples et de types multiples. En effet, dans les cas de nombreux traumatismes liés au stress opérationnel, de traumatismes sexuels militaires, la trahison institutionnelle est souvent le terme qui, en fin de compte, peut être la source la plus grande douleur. Il s'agit souvent d'une rupture de confiance. Ils ont perdu confiance en eux-mêmes, en autrui, en leurs collègues de travail, en leurs pairs et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont également perdu confiance dans les prestataires de soins de santé. Il faut en tenir compte. Tout cela peut sembler confus et compliqué, mais laissez-moi vous assurer que ce n'est pas le cas. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de guérison d'un médecin de famille qui fait sentir à un ancien combattant qu'il est entendu, qu'il est vu et qu'il est cru, que c'est noté que quelque chose ne va pas chez lui et qu'il ne sait pas ce que c'est. Je pense que plus nous apprenons et faisons des recherches sur ces différents sujets, plus nous constatons qu'il s'agit pour la plupart de réactions physiologiques normales à des expositions externes anormales. Lorsque nous envisageons les choses sous cet angle, je pense qu'il est important en tant que médecin de famille que nous reconnaissons que les gens peuvent se présenter à nous dans la douleur et la souffrance sans qu'il soit nécessaire de poser un diagnostic médical, de les pathologiser ou de les médicaliser. Il n'est pas toujours nécessaire de prendre des médicaments. Parfois, un ancien combattant a simplement besoin d'être rassuré qu'il n'est pas en train de devenir fou, qu'il n'invente rien, qu'il n'est pas mentalement faible, qu'il est en fait un être humain normal compte tenu de ce qu'il a vécu. En leur donnant l'espoir qu'ils ne sont pas malades et qu'ils peuvent aller mieux, en leur fournissant davantage d'informations, un soutien par les pairs, un soutien communautaire et pour certains un soutien spirituel. Tout d'un coup, cela peut faire partie de leur parcours de guérison. Je vous remercie donc de m'avoir donné l'occasion de parler un peu du point de vue d'un médecin de famille. Merci beaucoup, Dr. Brick, de nous avoir aidé à mettre ce module en perspective et à mettre en évidence le rôle essentiel que les médecins de famille peuvent jouer afin d'aider à normaliser et à offrir du soutien à nos anciens combattants. Ruth et Daniel, je me demande si l'un d'entre vous pourrait recommander aux médecins de famille une ressource à offrir aux patients anciens combattants touchés par la maladie. Ruth, je vous donne la parole en premier. Je vous remercie. Oui, j'invite tout médecin de famille à la recherche d'informations à envisager de contacter le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle. Appelez-nous, voyez ce que c'est. Nous vous donnerons une idée de ce que nous avons à offrir et je vais vous en parler un peu maintenant. Notre numéro de téléphone est le 1-844-750-1648. Je vous donne ce numéro parce que notre premier point d'accès est notre ligne 24/7. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
365 jours par année et nous offrons des services en anglais et en français. Et le groupe que nous servons, bien sûr, ce sont nos vétérans, les membres des Forces armées canadiennes, les employés du MDN qui ont vécu l'inconduite sexuelle ou le traumatisme sexuel militaire et bien sûr, ceux qui les soutiennent, comme les médecins de famille, leurs amis, leurs familles et leurs dirigeants. Nos conseillers qualifiés répondent aux appels sur la ligne et offrent un soutien psychologique. Ils peuvent explorer les options de service, tant internes qu'externes des Forces armées canadiennes. Ils peuvent leur proposer des options qui répondent à leurs besoins dans divers domaines et les mettre en lien avec ces services s'ils recherchent des soins supplémentaires. Nous avons accès à des officiers de liaison militaires qui aident nos clients à comprendre les processus juridiques internes et externes et qui peuvent assurer la liaison avec, par exemple, les chaînes de commandement. Comme déjà mentionné, il s'agit d'un service bilingue, en anglais et en français. Les gens peuvent accéder à notre ligne sans s'identifier. Ils peuvent choisir un pseudonyme. Ils n'ont pas à divulguer leurs informations personnelles. Elles nous disent ce qu'elles veulent nous dire. Elles ne sont pas tenues de nous faire part de leur expérience en matière d'inconduite sexuelle pour bénéficier des services. En tant que médecin de famille, vous vous demandez peut-être comment pouvons-nous vous aider? Nous pouvons apporter un soutien à vos patients lorsqu'ils attendent d'être orientés vers des services de santé mentale ou d'autres services. Nous pouvons fournir des informations sur la culture, la langue et les procédures militaires. Nous pouvons identifier des ressources supplémentaires dans votre communauté et vous soutenir lorsque vous commencez à ressentir les effets de la souffrance de vos patients. N'hésitez pas à nous contacter. Nous soutenons absolument toute personne qui nous appelle. Nous ne refusons personne. Nous disposons d'autres types de services. Nous avons ce que l'on appelle la coordination de la réponse et du soutien, qui est une fonction de gestion de cas et qui fournit un soutien constant et continu pendant les heures de bureau aux personnes que nous desservons. Nous proposons également le programme d'engagement réparateur, qui est une composante du recours collectif pour l'inconduite sexuelle intenté par le ministère de la Défense nationale des Forces armées canadiennes. Nous avons également une plateforme de soutien par les pairs en collaboration avec Anciens combattants Canada, appelée Together All. Si vous consultez nos diapositives, vous trouverez des informations sur l'accès à tous ces services. Enfin, je voudrais juste mentionner que nous sommes le centre d'excellence en matière d'inconduite sexuelle pour les Forces armées canadiennes. Nous avons une responsabilité de contrôle et de surveillance. Nous suivons les progrès, les données, les résultats et les problèmes systémiques. J'encourage tous les médecins de famille à nous contacter, à voir ce que nous avons à offrir et à ne pas hésiter. Merci beaucoup, Ruth. Je pense que l'un des plus grands défis pour les médecins de famille est de faire attendre leurs patients pendant une longue période de temps avant d'avoir accès à certaines ressources en santé mentale. Il est très rassurant de savoir qu'il existe des mises en garde ou des ressources que nous pouvons envisager pour aider nos patients pendant qu'ils attendent. Je vous laisse la parole, Daniel, pour ajouter toute ressource que vous souhaiteriez recommander. Merci. Oui, merci beaucoup. Ruth, votre organisation fait un travail formidable. J'en suis très heureux. Pour nous, j'ai 3 choses à proposer. Tous les mois, nous organisons une réunion de la communauté d'intérêt canadienne sur le préjudice moral. Je suis le seul Américain du groupe, mais nous nous réunissons tous les mois sur le Zoom et nous discutons des questions relatives au préjudice moral, non seulement dans les Forces armées canadiennes, mais aussi dans le contexte canadien. Et ces discussions sont très approfondies sans être des sessions de formation. Parfois, nous avons des gens qui présentent des choses, mais en fait, ce sont des discussions approfondies avec des aumôniers dans le groupe, nous avons des médecins dans le groupe, nous avons des psychologues, des personnes impliquées dans la recherche. Nous avons aussi des vétérans de l'armée et un large éventail de personnes, dont certaines servent encore dans l'armée. Et il ne s'agit pas seulement du préjudice moral militaire, mais nous couvrons le préjudice moral dans un grand nombre de domaines différents. Il s'agit de discussions très informelles, de grandes discussions autour d'une tasse de café le soir, une fois par mois, et c'est vraiment formidable. Si vous souhaitez participer à la réunion de la communauté d'intérêt sur le préjudice moral, vous trouverez les informations nécessaires sur la diapositive. Comment prendre contact. C'est gratuit. Vous n'avez qu'à y consacrer votre temps. Et c'est un investissement de votre temps. Je pense que vous allez apprécier. Deuxièmement, nous avons ce que l'on appelle le réseau d'aumôniers Harriet Tubman. Il s'agit d'un réseau d'aumônières hautement qualifiées, formées au préjudice moral et à la manière d'aider les personnes souffrant d'un tel préjudice. Elles ont aidé des femmes vétérans à surmonter des problèmes de préjudice moral. Ce qui rend ce réseau unique, c'est qu'il n'est
composé que d'aumônières qui s'occupent uniquement de personnes qui s'identifient comme des femmes vétérans et qui servent ou ont servi dans les forces armées américaines ou canadiennes. La raison pour laquelle nous avons mis cela en place est que 95% des aumôniers militaires, du moins dans l'armée américaine, sont des hommes. Et je sais que dans l'aumônerie canadienne, c'est un pourcentage élevé d'hommes. Et parfois, les femmes ont besoin de soins, de soutien et de soins pastoraux de la part de quelqu'un qui est plus en phase, qui a plus d'expérience et une connaissance plus approfondie de ce que cela signifie d'être une femme servant dans l'armée. Nous avons donc mis en place ce réseau pour les aider à obtenir ce soutien. Pour bénéficier des soins du réseau, il suffit de s'identifier en tant que femme, en tant qu'ancienne combattante ou en tant que femme de service actuellement en service. Et nous fournissons ces soins pastoraux gratuitement. Il y a un numéro de téléphone, une adresse électronique et vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site web que vous verrez sur la diapositive. Je pense qu'il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un service d'urgence. Si un ancien combattant est en situation de crise, il doit faire appel au service d'urgence, aux lignes téléphoniques d'urgence, à la salle d'urgence, etc. Mais ce que nous offrons, ce sont des soins à plus long terme ou même à court terme pour quelqu'un qui a besoin de parler à l'aumônier et qui peut avoir des problèmes ou des difficultés, mais qui n'est pas dans une situation de crise urgente. Nos aumôniers sont de garde et disposent d'un certain temps pour revenir vers la personne, mais il s'agit plutôt de soins après un traumatisme et non de soins de crise immédiat. Troisièmement, nous organisons chaque année une conférence sur le préjudice moral, la conférence globale sur le préjudice moral. Cette conférence s'adresse aux aumôniers, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux médecins, aux personnes du secteur des soins qui souhaitent en savoir plus sur le préjudice moral, sur les dernières recherches effectuées, sur les méthodes d'intervention utilisées, etc. Ce n'est donc pas pour les vétérans, mais pour les prestataires de soins. Nous recevons des présentations de diverses personnes des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni sur le travail qu'elles effectuent dans le domaine du préjudice moral et sur la manière dont elles soutiennent ou aident les anciens combattants, les personnes travaillant dans le domaine de la santé, les personnes chargées de l'application de la loi. Il s'agit d'une conférence aux perspectives très larges. Tels sont les principaux services que je souhaite vous faire connaître aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela, Daniel. Il semble que vous faites un travail fantastique et je pense que le terme de préjudice moral s'est vraiment développé ces dernières années, avec davantage de littérature, même dans le domaine des soins de santé où nous voyons beaucoup d'implications de la pandémie de COVID. Je pense qu'il sera très intéressant pour nos médecins de famille d'en apprendre davantage à ce sujet. Je vous remercie donc d'avoir partagé ces ressources facilement accessibles. J'espère pouvoir participer à certaines d'entre elles à l'avenir. Je voulais juste passer la parole à l'un des intervenants s'il avait une dernière réflexion à formuler avant de clore ce podcast. Oui, je pense qu'il est important, et Karen y a fait allusion, qu'en tant que médecin de famille, et les infirmières font également partie de cette catégorie, vous risquez d'être la première personne à remarquer que l'ancien combattant présente des problèmes qui vont au-delà de ce que vous avez reçu comme formation classique. Vous jouez donc un rôle essentiel de mettre les anciens combattants en contact avec des ressources plus importantes et vous ne devriez jamais sous-estimer le rôle que vous pouvez jouer pour veiller à ce qu'un ancien combattant reçoive des soins holistiques dans tous les domaines où il souffre, que ce soit mentalement, physiquement et ou spirituellement. Je voulais également souligner que les gens supposent souvent que les anciens combattants ne sont pas eux-mêmes des prestataires de soins de santé, et en particulier au sein des Forces armées canadiennes. Nous avons en fait nous sommes le 14e système de soins de santé accrédité au sein de l'armée. Nous avons donc un grand nombre de vétérans qui sont eux-mêmes des prestataires de soins de santé. Il faut donc être conscient que toutes les recherches sur les problèmes uniques liés aux prestataires de soins de santé peuvent également s'appliquer aux vétérans des soins de santé. Merci beaucoup d'avoir ajouté ces éléments supplémentaires très importants. Je pense également qu'il est important de reconnaître les événements qui se sont produits et d'utiliser notre capacité à faire preuve d'empathie et de compassion lorsque nous avons ces conversations. J'apprécie le temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie. En conclusion, je tiens à remercier l'Université d'Ottawa et le groupe de travail sur les anciens combattants de la ville d'Ottawa pour leur soutien à la création de ces balados afin que les médecins de famille puissent en apprendre davantage sur la population des anciens combattants et sur les nombreuses expériences qu'ils ont pu vivre. En outre, je pense qu'il existe une formidable opportunité de collaboration et d'apprentissage à partir de ce qui s'est passé dans l'armée et d'aide à nos homologues civils. Heureusement, j'ai pu mettre au point un cours sur la résilience qui aborde un grand nombre des différents sujets qui ont été discutés aujourd'hui
et qui explique comment la gestion du stress et les compétences en matière de résilience peuvent être développées pour aider les gens à s'orienter, à s'aider eux-mêmes, à aider leurs pairs et aussi à aider leurs patients. Le travail que nous avons effectué au sein de l'armée peut être très instructif et je pense que c'est une excellente occasion pour nous de continuer à collaborer et d'apprendre comment nous pouvons appliquer les connaissances pour aider non seulement la communauté militaire, mais aussi la communauté civile. Je vous remercie de votre attention.